dans mon bureau et je crois que la conversation a dérapé, mais quelque part je me disais aussi que Marianne allait venir m'informer dès que les choses seraient en place. Donc mon général, mais on va en tenir compte, hein, la discipline, on y tient. Colonel aussi, Wardini, nous sommes très fiers et très contents que vous soyez là. 15 minutes académiques, c'est bon. Oui, non, mais d'autant plus content que vous êtes en charge du service civique national. C'est extrêmement important. Je crois qu'au-delà de ce qui va se passer ici, il va falloir qu'on discute un peu. Voilà, donc on va peut-être procéder à la cérémonie d'ouverture de ce forum-là. Je voudrais dire aux Daciens à quel point nous sommes contents de vous revoir et aux encadreurs aussi qui ont permis leur sélection et leur formation, à quel point nous sommes contents de vous voir, Diop. Hein? Voilà, donc je crois qu'on va peut-être, sans trop tarder, donner la parole à mon ami Zongo, qui est le président de l'association. Zongo prendra la parole 2 fois. Il prendra la parole pour la cérémonie d'ouverture, mais ce que Marianne a annoncé en grande pompe, comme la conférence du professeur Sen, je voudrais qu'on commence par lui, parce que celui-là, il a quitté Ouagadougou et il est arrivé ici en sautant de camion de marchandises en camion de marchandises. Vraiment, où est-ce qu'il a passé la nuit? Ça, je ne sais pas. Entre les sacs de mangue, les sacs de poissons secs et tout ça, où est-ce qu'il trouvait la place et comment respirer? Ça, je n'en sais rien. Mais quelle était la motivation? Pourquoi il fait ça? Parce qu'il se dit, c'est mon association, c'est mes amis, on a eu à avoir un projet ensemble. On est résolument engagé dans le développement, il faut que je le fasse. Ça, il faut qu'on écoute ce témoignage-là. Mais là, je vais lui donner la parole en tant que président de l'association. Et après, je vais donner la parole à Mme Mohamed, représentante de l'ambassade, sans laquelle ça ne serait pas été possible. Et après, je dirai un petit mot. Voilà, Zongo, vous avez donc la parole. Vous prenez le micro. Ok, merci. Merci, professeur Sen. Excellence, Madame la représentante de l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Monsieur le directeur du WARC, Mesdames et Messieurs les formateurs, chers membres du Radois d'Art, chers invités, il est des lieux qui provoquent des frémissements et des sensations indescriptibles à l'être qui s'y retrouve tant ils sont chargés d'émotions. Et aujourd'hui, notre présence au WARC nous donne de telles sensations. Comment pouvait-il en être autrement, vu que c'est ici, en juin et juillet 2012, que 11 jeunes leaders venant de 7 pays de l'Afrique de l'Ouest avaient eu le privilège de bénéficier d'un programme de formation et de coaching orienté sur l'entrepreneuriat, le civisme et le leadership et d'une bourse pour le financement de leurs projets. Ces projets avaient été jugés tous innovants et suscitaient de l'espoir quant à leur impact réel sur le développement au profit des communautés bénéficiaires. 2012-2016. Voilà 4 ans déjà que les membres du Radois entretiennent toujours la flamme allumée par le DART. 4 ans donc que nous faisons la promotion des valeurs de civisme, de citoyenneté et d'autonomisation professionnelle par l'entrepreneuriat autour de nous et dans nos pays respectifs. Le Radois d'Art, faut-il le rappeler, est une plateforme interactive de réflexion et d'action des jeunes autour des thématiques du nouveau type de citoyen et du leadership de rupture pour jeter les bases d'un nouveau départ vers le développement. Durant ces 4 ans d'existence et au-delà de la mise en œuvre des projets individuels, le réseau est resté en veille et s'est prononcé sur les grandes questions touchant le continent et le monde. Le réseau a notamment joint sa voix au conseil d'indignation enregistré dans le monde suite à l'enlèvement des jeunes lycéens du Nigeria par les groupes terroristes. Nous ne cesserons donc de remercier tous ceux ou celles qui ont été à l'origine de cette heureuse mise en relation qui fait des membres du réseau et de leurs coachs que sont le WARC et le WARA, les membres d'une même famille. Excellence, Madame la représentante de l'ambassade des États-Unis au Sénégal,
Monsieur le directeur du WARC, mesdames et messieurs les formateurs, chers membres du Radois d'Art, chers invités. Cette rencontre que nous avons voulu tenir ici à Dakar, le berceau même de notre réseau, se veut une rencontre de lancement officiel de nos activités. Parce que pour nous, les choses ne font que commencer et nous nous engageons à nous investir aussi bien physiquement qu'intellectuellement et financièrement pour l'atteinte de nos objectifs et la mise en œuvre de notre plan d'action. Nous sommes d'autant plus requinqués et enthousiastes parce que le Radois d'Art a ceci de particulier, que c'est une organisation de jeunes leaders issus de la sous-région ouest-africaine et qui ont été tous sensibilisés aux enjeux de civisme et de la citoyenneté. Ces deux notions se révèlent être au fil du temps l'ossature des défis qui se présentent à l'Afrique. Le Radois d'Art s'investira et participera à ce combat. Mesdames et messieurs, un proverbe de chez moi au Burkina Faso enseigne que la chèvre ne se fatigue jamais de remercier la rivière qui l'abreuve parce qu'elle n'hésite pas à y retourner tant qu'elle aura soif. Permettez-moi donc de remercier chaleureusement les partenaires traditionnels du Radois que sont l'ambassade des États-Unis au Sénégal, le WARC, le WARA, qui accompagnent et soutiennent la tenue de cette présente activité. Vive le Radois d'Art, vive la jeunesse entreprenante et civique, vive l'Afrique. Je vous remercie. Merci Zongo. Alors, il se trouve que certains participants à ce projet d'art n'ont pas pu faire le déplacement, mais ils ont tenu à être en Skype avec nous pour suivre. Il y en a une qui est en Afrique du Sud, sincèrement, elle est du Cap-Vert, mais elle travaille actuellement en Afrique du Sud. Je vais demander au technicien Etienne s'il était possible que l'on donne la parole à Selma pour 1 minute pour qu'elle dise bonjour et qu'elle fasse allô à ses camarades de promotion. C'est possible, bien? C'est possible, oui. Voilà, donc on écoute Selma. Je rappelle que Selma, non seulement a bénéficié de cette bourse, mais elle a été parmi les premières à avoir la bourse YALI. Vous savez, YALI, c'est le programme du président Obama pour les jeunes Africains, qui est composé de 2 éléments. Le Mandela Washington Fellowship, qui permet à des jeunes Africains d'aller en formation aux États-Unis sur 6 semaines, et l'autre qui s'appelle carrément YALI, mais qui permet aussi, actuellement, nous avons 92 boursiers venant de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, et en fait, un groupe est dans notre salle du WARC, parce que le WARC, le CESAC et SINA sont chargés de les former. Voilà, donc Selma a été aussi boursière YALI. Selma, vous pouvez vous dire 2 mots? Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, Your Excellence, Madame l'ambassadeur. Bonjour, Monsieur Sen. Bonjour à tous. Je suis très contente de participer de le forum. Je m'excuse pour mon français. Et, je voulais parler un peu de notre participation au DART et au YALI, mais pour commencer au DART. DART, c'était une initiative qui a changé. Vous parlez en anglais? Ouais, go. Bon, I want to say that il a changé, it changed my life. It completely, I was a young girl, but not a young entrepreneur. And after the DART, Le lien est coupé. C'est parti? Bon, ça fait rien. Donc, dans ces conditions, vous prenez, c'est qui l'autre? Zachary. C'est Zachary, mais allez vers Zachary aussi, qui a été aussi un Gatien. Si on peut reprendre Selma, on le fait, mais essayez d'avoir Zachary. Zachary? Ah bon. La connexion. Ok, donc, bien, peut-être qu'on va les reprendre plus tard. D'accord. Voilà, donc, alors, permettez-moi tout simplement de commenter ce que cette jeune fille a dit. Elle a dit qu'elle est maintenant entrepreneur. Et son projet au Cap-Vert, c'est un projet qui ne serait jamais venu à l'esprit de qui que ce soit.
Parce qu'au Cap-Vert, elle vit dans l'île la plus volcanique et la plus déserte. C'est l'île de Sal. Mais l'île de Sal, vous voyez, il n'y a pratiquement pas de végétation. Et son projet, c'était d'installer un centre hydroponique, comme elle le disait. C'est-à-dire que ce terreau-là, il faut l'utiliser, essayer de trouver l'eau pour faire en sorte que toute la production maraîchère que consomment les hôtels et que consomment les habitants de Sal, qu'elle soit parmi les éléments qui produisent ça. C'est ça son projet. Produire les légumes qui vont être consommés par la population de Sal, mais aussi Sal est une ville touristique. Il y a combien d'hôtels? Elle voulait donner à ces gens-là tous les légumes qui sont importés. C'est un projet extraordinaire. Et maintenant, elle est en Afrique du Sud. Mais si vous avez aussi écouté ce qu'elle a dit, une expérience qui a changé notre vie. Oui. Traduit en anglais, ça donne une expression qui est chère au président Obama, life-changing experience. Et madame la représentante de l'ambassade des États-Unis, je voudrais que vous reteniez vraiment cette expression de Selma, une expérience qui a changé notre vie. C'est extrêmement important. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole, évidemment. Je vais vous donner la parole pour que... Voilà. C'est qui? Selma, elle est toujours en ligne. Elle, Selma? Oui. Bon, dites-lui qu'on donne 1 minute pour conclure. Selma, tu peux parler. Tu peux conclure. Conclusion en 1 minute. Well, okay, as I was saying, the experience there, it allowed us to open our mind completely and see what the opportunities we had and what could we do for our communities. So what we received in that, and I think what was one of the amazing experience. Yali also was one, but that was my first and the one. We, as a young entrepreneur, have learned that nothing is out of limits, and also we can do what we set ourselves for, and it being culturel à l'ambassade des États-Unis. C'est vraiment mon honneur et mon plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous en tant que représentante de l'ambassade. Nous célébrons la réussite, on fait la réussite life-changing des fellows du Centre américain de Dakar pour la formation en recherche appliquée et aussi la création du réseau des acteurs pour le développement en Afrique de l'Ouest. DART a commencé avec une subvention du gouvernement américain et WAC en 2011 et cette relation et ce partenariat sont les racines longues qui démontrent le lien fort entre le gouvernement américain et le peuple du Sénégal. Ce partenariat démontre aussi l'ambition et la détermination des jeunes leaders en Afrique de l'Ouest. Je suis arrivée à Dakar seulement il y a 2 semaines et j'ai déjà rencontré plusieurs des étudiants, des entrepreneurs et des membres de la société civile et tous sont très impressionnants. Pour moi, cet événement aujourd'hui, c'est un autre exemple du talent et de l'engagement des jeunes leaders en Afrique. La mission de RADOA et de ce forum, c'est pour faciliter la nouvelle génération de leaders africains, aussi de promouvoir la participation civique et le développement social et économique en Afrique de l'Ouest et créer les communautés fortes. Et bien sûr, le gouvernement américain comprend aussi l'importance de ces objectifs et des opportunités spéciales que la jeunesse dynamique de l'Afrique peut apporter en relevant et en résolvant les plus grands défis de leur pays. RADOA DART constitue un exemple du pouvoir de la jeunesse de la société civile. DART et WAC ont fait beaucoup et je vous souhaite encore beaucoup de succès. Merci beaucoup pour cette opportunité. Merci, monsieur. Quand je vous ai vu tout à l'heure dans la salle, j'étais très ému. Ça fait longtemps que vous êtes parti.
on a eu des échanges et je vous remercie de ces retrouvailles. Parce que sans votre détermination, ces retrouvailles n'auraient pas été possibles. À nouveau, tout à l'heure, là, on va demander à Zongo de parler parce que cette détermination est symbolisée véritablement par ce qu'il a fait, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais aussi, voilà, Madame Camara, maintenant c'est Madame. Quand on y allait, elle n'était pas Madame. Et surtout Évariste qui est derrière tout ça, et Nora, et tout le monde qui est là, et mon ami de Thiès. Voilà, et tous ceux qui ne sont pas là, mais qui sont en train peut-être de suivre tout ça par Skype, et qui voudraient parler et qu'on entendra plus tard. Je crois que ce que vous avez fait est extraordinaire. Vous y avez cru et vous êtes tous là. Évidemment, nous voudrions saluer l'accompagnement permanent de l'ambassade des États-Unis. Je l'ai dit à madame, je crois que entre le WARC et l'ambassade des États-Unis, il n'y a pas de relation de travail meilleure. C'est aussi simple que ça. Basé sur la confiance, le respect mutuel, mais basé aussi sur la conviction que nous, on a, quand on travaille avec l'ambassade, on sait où mettre les pieds. Parce que tout est balisé, c'est clair. Mais eux aussi, je crois qu'ils ont la conviction que s'ils nous font confiance, comme on dit en anglais, we are necessarily going to deliver. Je ne verrai jamais le jour où ils auront confiance en nous confiant quelque part, et quelque part, nous n'ayons pas, nous relevions pas ce défi en leur donnant ce qu'ils veulent comme résultat. Je crois que c'est ça le partenariat. Et c'est aussi ça quelque chose que vous devez retenir dans les prochaines années où vous aurez à être des entrepreneurs, à des leaders sociaux et des leaders d'opinion. Savoir toujours donner le résultat que l'on attend de vous. C'est extrêmement important. Alors, il y a aussi d'autres choses qui sont importantes. Et c'est pour ça que, colonel, d'abord on est amis, le colonel Wardini, mais je sais que vous êtes aussi le directeur général du service civique national. Je l'ai dit, vous êtes là. En fait, si votre temps vous le permet, avec le général, quand on aura la pause, on revient pour la conférence que je devrais animer. Mais je voudrais l'animer avec vous. Si vraiment votre temps le permet, je ne sais pas. Bon, on verra. On verra. Mais donc, remercier les Daciens, remercier l'ambassade, insister sur cette dimension civique de tout ce que vous faites en tant que jeune. Que le développement ait besoin de vous, c'est évident. Vous êtes l'avenir. Nous autres, bientôt, on va aller à la retraite. Bon, on n'aimerait pas, après la retraite, aller de l'autre côté de la vie. On aimerait rester ici et vivre la vie sur cette terre-là le plus longtemps possible. Mais en tant qu'actif, bientôt, on va baisser, on va ranger nos godasses quand même. Qu'est-ce qui va poursuivre ce qui va se faire? Mais c'est vous. Dans quel cadre vous allez le faire? Au moment où on n'entend plus l'afro-pessimisme, on en entend parler de moins en moins. Je vais même vous dire, CNN a changé la grille de ses émissions. Maintenant, il y a une place extrêmement importante qui est réservée à l'Afrique. Et maintenant, une place extrêmement importante réservée à l'Afrique des jeunes, les startups. Il y a 3 ou 4 ans, ce n'était pas dans CNN. Donc il y a beaucoup de choses qui bougent, mais dans tout ça, et c'est pour ça que je me réjouis de la présence du colonel, la dimension civique de ce que vous faites. Parce que l'autre jour, j'ai vu une scène qui m'a fait beaucoup plaisir, mais qui m'a fait aussi beaucoup réfléchir. La nouvelle corniche qui commence de Fenêtre Mermoz et qui va jusqu'au monument de la Renaissance, ceux qui ont fait cette corniche avaient planté des cocotiers. Les cocotiers n'ont pas survécu. Il y a beaucoup d'endroits où il y avait des plantes qui ont disparu. J'ai vu une dame, parce que c'est là où je fais ma marche tous les jours. Hein, et j'ai vu une dame qui était là, avec ses amis, avec ses fils. Elle a replanté, elle a mis de nouvelles plantes. Et tous les jours, à partir de 17h, 18h, vous pouvez la voir arrosée. Je raconte l'anecdote, c'est ça qui va conclure. Dès que j'ai vu ça, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit ça, j'ai vu d'abord les plantes. Et je me suis dit, ça, je me demande qui a posé ça ici. Et vers 17h ce jour-là, je reviens et je les vois en train
en train d'arroser. Et je me suis dit, sans avoir vu la dame, sans avoir vu les personnes, je me suis dit, il y a de l'américain là-dedans. Pas que je sois habillé particulièrement avec les États-Unis, c'est vrai, mais j'ai fait les campus américains. J'ai vu comment ils font avec l'environnement, comment aussi ils gèrent les déchets. Vous allez dans une université américaine, vous avez Adopt a Highway. Les étudiants se mobilisent pour que l'autoroute qui passe devant leur université, toutes les saletés qui sont là-bas, qu'ils fassent, qu'ils consacrent une journée, un samedi après-midi ou n'importe quoi, pour aller enlever toute la saleté. Ils ne demandent pas $1 en retour. Ils le font et ça les satisfait. J'ai vu ça et j'ai vu tant d'autres initiatives qui font que la saleté, il faut qu'on s'en débarrasse, mais l'environnement aussi, il faut qu'on le protège. Et j'ai dit, il doit y avoir de l'américain. Mais c'était la directrice de l'USAID qui a commencé cette initiative avec d'ailleurs Bob. Et je suis allé les voir, je leur ai dit, je suis très content de ce que vous faites, mais je suis un peu gêné aussi. Parce que nous, Sénégalais, on aurait dit, on va penser à ça avant vous. Alors, mais bon, et je leur ai dit, on va faire cause commune, j'habite à côté, de temps en temps, je vais amener mon arrosoir pour arroser avec vous. Mais, colonel, comment cet esprit-là, cette façon de faire, on peut l'insuffler au niveau des jeunes? Parce qu'au moment où on a ces plantes, on nous fait un reportage sur un lycée de Matam, un collège. Vous savez ce qui se passe là-bas? Les gosses ne peuvent plus venir à l'école parce qu'il fait tellement chaud qu'ils ne peuvent pas tenir. Question. Si on avait planté des arbres là-bas, il n'y aurait pas eu de problème. L'université de Ziguinchor, où il pleut tout le temps, pratiquement, quand elle a été ouverte, c'était un désert, le campus, il n'y avait rien. Je crois que maintenant, ils vont changer. Mais c'est peut-être chose que l'on fait pour restituer à notre communauté, pour que notre environnement soit plus agréable à vivre, pour qu'une statue ou un buste qu'on a offert pour le président Léopold Sédar Senghor, qu'on ne vienne pas mettre de la peinture là-dedans. Colonel, ça c'est ma préoccupation de toute ma vie. Au-delà de cette cérémonie, au-delà de ces jeunes, si plus tard on peut collaborer, véritablement je serais heureux d'être impliqué. Et je suis sûr et certain qu'il va falloir que vous reveniez avant que ces jeunes partent. Après la cérémonie, vous pouvez partir, mais il faudra revenir discuter avec eux pour que ce que vous essayez de faire au Sénégal, ils puissent aussi faire ça dans leur pays. Parce qu'il s'agit de l'Afrique de l'Ouest, il s'agit aussi de l'ensemble de l'Afrique. Voilà, je ne vais pas vous tenir comme ça trop longtemps. Je voudrais... Oui, colonel. Bon, si vous permettez, je prends la forme que j'ai déjà pris langue déjà avec la Grande Muraille Verte. Vous savez ce que c'est que la Grande Muraille Verte? Oui, je connais. J'ai mobilisé nos volontaires parce que moi, mon rôle, c'est de former des volontaires sénégalais sur qui l'État peut compter pour développer ces grands projets, développer le Sénégal. Donc, mon rôle, c'est de former des volontaires. Et j'invite tous les jeunes sénégalais à se rapprocher du service civique national. On va travailler ensemble très certainement. Vous pouvez nous aider à engranger le maximum de jeunes sénégalais parce que l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. Hein? Absolument. Et je vois que le projet de Obama, le projet américain, ça tape sur les jeunes également. Donc vous avez un bon partenaire ici. On peut former des volontaires. Dans l'environnement, nous, on va aller à la Grande Muraille Verte en août et j'invite tous les jeunes qui veulent se joindre à nous, de prendre contact avec nous. On va aller planter. On fait de l'environnement. Ici, sur la condition, on a des projets également. On a des projets pour les écoles également. Nous, on forme des volontaires, on les met à disposition des départements sénégalais, des régions, dans tous les domaines, dans tous les domaines, médical, environnement, administration, tout. Donc, je crois que les projets que vous avez avec vos partenaires, on peut jouer ensemble et en faire profiter les jeunes. Parce que, dans ma conviction, comme vous avez dit tout à l'heure, pour faire de bons entrepreneurs, faire de bons citoyens qui vont développer le pays, on a besoin de jeunes sur qui on peut compter, des jeunes sur qui on a confiance. Donc, nous, notre rôle, c'est de les former, de les encadrer et de vous donner un bon fruit sur qui vous pouvez compter. Parce que le civisme là dont vous parlez, nous, c'est notre rôle. On a une formation civique et morale qui permettrait aux gens de bien connaître la République, de bien connaître ses institutions, de bien connaître les lois et règlements pour ne pas faire du mauvais. Oui. Donc notre rôle, c'est ça. Vraiment, après, on peut en discuter. Absolument. Je vais rester encore un peu, mais à 11 et quelque part. Si vous voulez, je reviens. On peut en discuter et voir comment on peut travailler ensemble. Oui, absolument. On va travailler ensemble. Merci. On va voir le programme après, quand on aura fini la cérémonie. Permettez-moi tout simplement de dire, le colonel Wardini est directeur au ministère de la Jeunesse. Mais le colonel Wardini est aussi un officier supérieur de l'armée sénégalaise. Voilà une armée.
où tous les officiers supérieurs sont des intellectuels. Voilà une armée où vous verrez rarement un officier supérieur vous dire que je ne peux parler que français. C'est presque quasi impossible. Ils ont la maîtrise au moins de 2 langues internationales. Le français et l'anglais, le français et l'espagnol ou le portugais. Voilà des officiers supérieurs qui ne sont pas dans le moule exclusif d'un groupe. Il y en a qui vont à Saint-Cyr, mais il y en a d'autres qui vont à Sandhurst et à West Point. Et madame, c'est l'occasion de féliciter l'ambassade aussi de cette contribution extraordinaire que vous donnez à l'armée sénégalaise. Et on voit que cette armée-là n'est pas là que pour avoir des armes. C'est une armée orientée vers le développement, puisque c'est un colonel qui est en charge cet aspect-là. Et le ministère de la Jeunesse joue un rôle extrêmement important dans le développement. Donc, colonel, il va falloir qu'on parle, vous et moi, mais aussi ces jeunes ouest-africains. Avant qu'ils ne rentrent à partir de demain, il faudrait qu'ils puissent avoir un échange avec vous pour voir d'autres éléments qui sont extrêmement importants. Voilà, je ne voudrais pas trop parler au-delà de ça. Merci à tout le monde et nous déclarons ouvert le forum Radoa d'Art qui va se tenir ici au WARC aujourd'hui et demain. Et je voudrais remercier tout le monde. Merci beaucoup. Lomé-Dakar, ensuite Côte d'Ivoire et Abidjan-Dakar, Conakry-Dakar, Ouaga-Dakar, en tout cas toutes les capitales des bénéficiaires. On a essayé de voir à partir de ce point de départ jusqu'à Dakar, ça coûte combien et c'est à partir de quelle date il peut y avoir le vol. On a tout fait et c'est quelque chose qui tournait autour de 3 200 000 environ. Donc, minute justement de cette proforma, on a commencé à taper à des portes, notamment la porte de celle de l'UOMOA. Et l'UOMOA nous a dit que pour prétendre à leur soutien, il faut que le dossier soit déposé au moins 1 an à l'avance. Parce que pour des questions de planification budgétaire, c'était tout. Je quitte là-bas, je fonce directement à la direction de la banque Ecobank, qui a pour slogan la banque panafricaine, en argumentant que, effectivement, nous, tous les participants à ce forum-là, ont ouvert des comptes Ecobank à l'initiative justement du programme pour pouvoir à ce que les fonds qu'ils auront un peu puissent transiter dans ces fonds-là, dans ces comptes. Donc, Ecobank était pour nous un partenaire privilégié et pouvait, à mon sens, quand même, nous sponsoriser ce déplacement. Et aussi, ils m'ont fait savoir que c'est un comité qui est chargé de discuter de telles questions. Et le comité attend une certaine masse critique de dossiers de ce genre pour pouvoir se réunir. Bon, les dates étant, nous on ne pouvait même pas imaginer un report de ce forum. On s'est dit ok. Comme le disait le président Thomas Sankara, tout ce qui est imaginable par l'homme est réalisable par l'homme. J'ai dit bon, et comme je voyais qu'un peu partout, les taux se desserraient sur certains de mes camarades qui annoncent déjà leur booking. Bon, j'arrive à telle heure, bon, moi j'ai mon billet, j'ai dit, ah tiens, ok, donc je pense que le problème est en partie résolu. J'ai dit, bon, pourquoi ne pas prendre la route, puisque je me dis que entre Ouaga et Dakar, il n'y a qu'un seul pays qui ne sait pas, c'est le Mali. Donc, je vais tenter l'expérience de passer par là. C'est vrai que je n'ai jamais vu, et je suis passé sur Google
map et j'ai fait l'itinéraire, ça me montrait autour de 2300, 2400 km Ouaga-Dakar. Il dit bon, ok. Donc j'ai commencé à chercher des compagnies qui vont directement de Ouaga à Dakar. Il n'y en avait pas. C'était Ouaga-Bamako. Donc bon, j'ai pris Ouaga-Bamako et le voyage s'est passé sans grande rencontre. Je suis arrivé à Bamako le dimanche autour de 18h. Et de Bamako, on me disait que le prochain car pour Dakar quittait Bamako à minuit, à 0h. Donc bon, je suis juste allé au cyber et j'ai demandé dans une famille pour faire mon bain. J'ai pris un bain dans une famille. Juste, j'ai échangé des mails pour donner mon itinéraire à ma famille et puis au WAC pour qu'ils suivent un peu. On vous a suivi. Bon, donc on démarre à minuit et puis bon, on a fait toute la nuit, de minuit à 8h comme ça. On a roulé toute la nuit. Et je vous assure qu'on a fait de 8h jusqu'à, si ce n'est pas juste les arrêts, les stops au niveau des postes de contrôle là, on n'a pas fait d'arrêt. Et je vous dis, jusqu'à 12h, on était toujours en territoire malien. De 0h à 12h le lendemain, on était toujours en territoire malien. Donc, quand moi je demande, bon, quand j'ai dit, bon, je m'endors, je me réveille, je m'endors, je me réveille, je dis, mais ici c'est où? Qu'on est au Mali, qu'on n'est pas encore arrivé à Caille. Il dit, oh. Donc, arrivé à Caille, on m'a dit que non, que bon, dans 200 km comme ça, 100, 200 km, on sera presque au Sénégal. Donc, quand on a franchi la frontière sénégalaise, juste à 200 km, on a changé de car. Puisque l'autre car, le car qui nous a pris de Bamako, partait à Banjul. Je partais à Banjul. Et bon, dans le car, j'ai rencontré par exemple 2 Gambiens qui ont été refoulés parce qu'ils partaient en aventure. Ils m'ont dit qu'ils partaient en Libye. Ils ont été refoulés parce qu'ils n'avaient plus d'argent. Et c'est nous qui leur payons même de l'eau. L'eau pour boire, l'eau pour truc. Alors qu'à chaque poste de contrôle, il fallait payer 1000 francs. Donc, bon, on se jouait un peu comme les médiateurs pour ces gens-là. Donc, eux, ils devaient continuer à Banjul avec l'autre cas. Donc, nous, on nous a transvasés. On a pris... Mais jusque-là, bon, on était voyagé quand même dans des bonnes conditions parce que les cars étaient quand même assez acceptables. Par exemple, de Ouaga à Bamako, j'ai voyagé dans un car avec air conditionneur. Bon, c'est à partir de Bamako, ça s'est un peu dégradé. Et juste avant d'arriver à, je ne sais pas, c'est à Kaolack, avant d'arriver à Kaolack, en tout cas à 400 km de Dakar, on a changé un autre car. Maintenant, c'est à 100 km de Dakar que, peut-être, je ne sais pas s'il a simulé ou pas, le bonhomme, le chauffeur, il arrête un coup et puis il dit que le car est en panne. Donc tout le monde doit descendre. Et c'est dans les mini-cars là. C'est dans les mini-cars qu'on nous a tous forcés. J'ai dit, mais il n'y a pas de place. On dit, non, mais il y a la place, il y a la place. Bon, on est rentré, bon, les gens pliés. Et voilà, nous sommes arrivés ici aux environs de 8h. Hier, aux environs de 8h. Et puis bon. Quand j'ironisais avec des amis pour dire que pour les sonder un peu, quoi. Les sonder un peu, j'ai dit, bon, je vais à Dakar, mais pas la route. Vous me conseillez, qu'est-ce que vous me conseillez?
Bon, il y a un qui a juste dit que c'est une expérience à vivre pour un journaliste comme toi. J'ai dit, bon, tant mieux. Tant mieux. En tout cas, j'ai vu pas mal de choses. Et puis, je me suis dit, bon, la finalité, c'était d'être à Dakar. Et Dieu merci. En tout cas, Dieu a étendu sa main sur nous. Sur tous les voyages, on n'a même pas eu d'incident à signaler. Donc, tout s'est bien passé. Et je pense que d'ici après-demain, je vais reprendre le même odyssée. Et je souhaite bénéficier de vos prières et que tout se passe bien comme à l'aller comme au retour. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Zango. Mais je crois que M. Sen a fait vraiment exprès. Il sait pourquoi il a voulu vraiment que le président partage cette expérience. Il va vous dévoiler le pourquoi. Il a voulu que Zango parle de cette petite histoire. Oui. Oui, merci Zogo et merci Fatima. Parce que la problématique du développement se trouve dans ce qu'il vous a dit. Aussi bien un point positif qu'un point négatif. Tout est là-dedans. Quand il a commencé à parler, je vous ai mis ici une expression en anglais. Where there is a will, there is a way. Oui, oui. Il en a parlé en reprenant Thomas Sankara. Ce ne sont pas les mêmes mots, mais les deux phrases traduisent exactement la même chose. Il est inimaginable qu'on ait une conférence à Dakar et que devant venir du Burkina Faso, on soit obligé de passer par la route. Ça se passe presque jamais. C'est pour ça que quand j'ai lu le mail de Zogo qui a dit, M. Sen, ne vous en faites pas, on viendra. De toute façon, moi, soit ce sera à dos d'âne, dos de chameau ou dos de cheval, je serai à Dakar. Ce n'est même plus la peine que vous envoyez des emails pour vérifier. Je serai là. Et quand il nous a dit qu'il va prendre la route, je me suis dit, mais quel engagement extraordinaire. Je ne parle même pas du parcours. Bon, le Mali, chaque fois on vous disait c'est pas encore... Parce que le Mali c'est un vaste territoire. Depuis la frontière avec l'Algérie jusqu'à la frontière avec le Sénégal. C'est pour ça que toutes ces troupes-là, de ces terroristes qui fonctionnent au Mali, le Mali ne peut pas régler. C'est un territoire immense. Le Sénégal n'est rien par rapport au Mali. Et en plus, il y a la zone désertique où vous êtes dans le sable avec la chaleur et tout ça. Donc, Zongo, on vous tire le chapeau pour cet engagement-là. Parce que je dis, si dans les associations de jeunes africains, il y avait cet engagement-là, plus évidemment Évariste qui était là, à vous côtier, à vous dire, camarades, nous allons le faire, nous allons quand même pas décevoir l'ambassade des États-Unis et M. Sen et Marianne. Et vous, évidemment, c'est ne vous en faites pas, j'ai mon billet. Bon, et d'autres qui ne l'avaient pas, mais qui sont débrouillés pour l'avoir. Et encore d'autres qui ont dit, on ne peut pas venir, on est en Afrique du Sud. Le travail que nous faisons est contraignant, notre patron ne nous libère pas, mais on Skype. Vous avez eu une modulation autour de l'expression de la volonté de faire quelque chose. Vous avez une modulation autour de ça. Je ne suis pas là physiquement, je Skype. Je n'ai pas encore le billet, je vais le trouver. Je sais que je n'aurai jamais le billet, mais je vais trouver un autre moyen. Where there is a will, there is a way. Ça, c'est une conviction au niveau des jeunes Africains. Ils peuvent soulever des montagnes. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que ça, c'est clair. C'est le premier atout qu'on a, l'engagement des jeunes qui se disent, c'est notre tour et on ne ratera pas cette occasion. Bon, je reviendrai sur les modalités. Les autres points que l'on peut tirer de cette odyssée de Zongo, c'est il est parti du Burkina pour venir au Sénégal. S'il y avait des routes très bien bitumées, si le train qui a été là, mais qui a été là pour faciliter notre colonisation, si ce train-là, on le reconstruisait, non pas pour nous faire recoloniser, mais pour mieux lier le Burkina au Sénégal à travers le Mali,
Si quelque part on avait un système de bus qui puisse nous permettre de partir d'un point à l'autre sans nous soucier, s'il n'y avait pas la corruption, parce que chaque fois que vous vous arrêtez, le policier malien vous soutient 1000 francs, dans le cadre de la CEDEAO, et ce problème-là, il y a beaucoup d'États qui se sont plaints de ça. Les autorités maliennes ne peuvent pas dire c'est pas nous, c'est les policiers. Les policiers, quand même, sont sous la responsabilité d'un ministre. C'est des choses qui sont faciles à régler. Mais ce n'est pas tout simplement le problème entre nous et les Maliens. Essayez d'aller voir, essayez d'aller en Gambie. La Gambie, ce n'est pas un territoire extérieur au Sénégal, c'est à l'intérieur du Sénégal. Essayez d'aller voir, aller en Gambie, vous allez voir, ce sera peut-être plus dur que l'Odyssée de Zongo. Mais ces problèmes-là, ce n'est pas l'extérieur qui nous les a imposés. Ces problèmes-là, on ne peut plus les justifier sur la base de l'exploitation de la colonisation. C'est des problèmes que nous posons à nous-mêmes et nous avons la solution si on avait la volonté de Zongo. Un policier qui arnaque les gens ne demandez pas à un Américain de venir régler ça. Ne demandez pas à un Français de venir régler ça. Ne demandez pas à un Britannique et ne vous retournez surtout pas vers ces gens pour dire camarade, camarade, camarade. Non. C'est vous-même qui avez créé le problème. Réglez-le. Donc cet engagement-là, cette volonté à nouveau, plus maintenant tous les problèmes auxquels nous risquons d'être confrontés quand on voit l'Afrique, quand on voit l'Afrique de l'Ouest et qu'on se dise, vous êtes multinationaux, le développement c'est vous, et essayez de voir un peu comment vous tous, vous pouvez vous mettre ensemble pour pouvoir faire, avancer le carrosse du développement. La problématique est posée là, c'est pour ça que je voulais absolument que Zongo prenne la parole. Mais la question aussi, ce n'est pas moi seulement qui la pose. Tous les journaux parlent de vous. Chaque jour que Dieu fait. Walfadjri, mercredi 22 juin 2016, page 6. Symposium sur le dividende démographie. L'Afrique mise sur sa jeunesse. Le dividende démographique, c'est très clair. C'est-à-dire que si vous avez une population et une population jeune, vous avez un des éléments clés du développement. Si vous avez une population et une population jeune, très jeune, vous avez l'une des clés majeures du développement. C'est très simple. Ne parlez pas de moi et parlez de développement. Le développement est un processus à venir. Moi, j'ai fait les 3 quarts de ma carrière, donc ne vous portez pas sur moi. Donnez-moi plutôt la retraite et payez-moi correctement ma retraite pour que je puisse aller pêcher. Ce n'est pas moi. Mais ce développement ne peut pas se concevoir sans vous qui êtes ici. C'est les milliards de Chinois qui ont fait le développement de la Chine. Maintenant, il y a un problème qui est là-dedans. Si la Chine veut absolument, plutôt que de rester 1 milliard, devenir 2 milliards, ça va poser un problème. Parce que autant la démographie est un élément clé du développement, autant la démographie qui croît à un rythme galopant risque d'être un handicap. Vous êtes un des éléments clés de développement, mais potentiellement aussi, ça peut être un handicap. Parce qu'une démographie que l'on ne contrôle pas, à partir de ce moment, on a beaucoup trop de bouches et on ne risque pas de les nourrir. Mais ça aussi appelle un autre problème, une question de mentalité, une question de développement. Parce que si je suis sous mon manguier là, dans mon village, et je dis, j'ai 4 femmes, je vais produire autant d'enfants que possible, parce que chaque enfant qui vient, ou bien, comme on le dit, chaque bouche que Dieu ouvre, Dieu donne à cette bouche-là la chance de pouvoir se nourrir. Ah ben écoutez, si on a une approche pareille, à partir de ce moment, ça devient beaucoup plus compliqué. Parce que vous voyez la transformation de nos sociétés. Avant, la richesse de l'Africain, c'était ses enfants. Et j'ai d'ailleurs vécu cette période-là. Parce que quand j'étais à l'école primaire, quand j'étais au lycée, j'allais aux champs. Mais les champs de mon père,
on arrivait à les débroussailler et labourer et tout éclaircir parce qu'on était au moins 5 garçons ou 6 garçons dans la maison. S'il n'y avait pas ces 6 garçons-là, cultiver les champs de mon père, ça aurait été impossible. Mais la situation a complètement changé. Même dans les campagnes, je ne sais pas si vous y allez souvent, il faut y aller de temps en temps. C'est important. J'ai vu le changement. Avant nous, quand on était jeune, entre 18 et 22 ans, mais l'hivernage commençait, vous aviez au moins 3 mois de travail intense dans les champs. Vous ne pouviez pas éviter ça. C'est impossible. Ceci était tellement vrai que moi, les navétanes, je n'y allais pas parce que mon père, il nous faisait travailler jusqu'à 18 h. De 8 h jusqu'à 18 h, 3 mois. Au moins juin, juillet, août, septembre, vous pourriez vous reposer parce que vous allez bientôt commencer à déterrer l'arachide et à couper le mil. Mais aller dans la campagne, dans les campagnes sénégalaises, c'est impossible d'avoir ça. Les jeunes, ils labourent et ils éclaircissent les champs en moins d'une semaine. En moins d'une semaine. Parce que c'est mécanisé, c'est plus facile à faire et vous n'avez plus besoin d'autant de bras. Ce dont vous avez besoin, c'est plutôt l'investissement et l'équipement. Ce n'est plus tellement les bras. Donc la démocratie, quelque part, on doit la revoir. Mais pour revoir ça aussi, il faudrait que les mentalités changent. Mais là aussi, vous avez l'autre élément. Entre la scolarisation à notre époque et la vôtre, reconnaissez quand même qu'il y a un changement extraordinaire. À notre époque, la moitié des jeunes allaient à l'école, l'autre moitié n'allait pas. Mais chez vous, quand même, pratiquement tout le monde, ou presque tout le monde, va à l'école. Donc, le dividende démographique est extrêmement important. Parce que la Chine est un exemple qui est là pour vous montrer que la population peut servir à quelque chose et la population jeune. Donc la véritable conviction, c'est le développement de l'Afrique, c'est vous, ce n'est personne d'autre. Évidemment, il y a des prérequis sur lesquels il faut que nous travaillions, mais à nouveau, là aussi, Zongo est là, décidément ce groupe-là, vous donnez tous les éléments pour que le développement ait lieu. Le Burkina a changé de leadership politique. On vous parle du balai citoyen, mais il faut savoir aussi que le journal, comment il s'appelle votre journal? Mutation. Le journal de Zongo qui s'appelle Mutation a fait un travail extraordinaire dans ça. Blaise est parti, pas seulement à cause du balai citoyen. Blaise est parti aussi à cause du travail que Mutation a fait avec d'autres organes. Monsieur Sen, le balai citoyen a été créé dans mon bureau. Voilà un sujet sur lequel il reviendra aussi. Donc, je crois que, si vous avez observé, le mot afro-pessimisme était sur toutes les lèvres. Il y a une période qui n'est pas très loin de nous, mais on en parle à peine maintenant. Chaque fois qu'on parle de l'Afrique, les gens vous disent une croissance 6-7%, c'est ce qu'on dit. De plus en plus, on réoriente l'image de l'Afrique en essayant de voir ce qui est positif dans ce qui se fait. Cette image de l'Afrique où on vous montrait que Ebola, Sida, ce n'est plus l'image qu'on a maintenant. Ça, c'était tellement vrai qu'en 1900, dans les années 80, j'étais au Canada quelque part, mais la seule image que les Canadiens avaient, c'était l'image de l'Éthiopie. Vous connaissez la chanson We Are the World, We Are the Chip, avec les Michael Jackson et tout ça, Feed Africa. C'était la sécheresse, n'est-ce pas? Les bras américains ou les bras des artistes du monde se mettent ensemble pour nourrir l'Afrique et on vous montrait, l'Afrique c'était le petit Éthiopien de 2 ans qui avait un ventre ballonné, de gros yeux. Voilà, c'est la fin. Cette Afrique de la famine, on la voit, mais ce n'est pas la seule image que l'on voit. Je vous l'ai dit, la représentation de l'Afrique sur CNN a totalement changé. Chaque jour que Dieu fait, CNN
promène ses caméras dans un pays africain pour nous parler de start-up et nous parler de success stories des jeunes africains qui sont engagés à faire des entreprises, des initiatives quelque part. N'oubliez pas aussi que en Afrique, s'il y a des gens qui maîtrisent les outils de communication mieux que les autres, c'est vous les jeunes. Demandez-moi ce que je peux faire avec un ordinateur. Envoyez mon mail. Demandez-moi s'il faut qu'avec ce mail-là que j'ai un attaché, il y a de fortes chances que je demande à Amdi ou à Marianne de venir. Non, mais c'est ça la vérité. Hein. J'essaie de faire le travail que j'ai à faire ici avec les garanties de tous les résultats. Mais mettez-moi devant un ordinateur et montrez-moi les applications. Mais vous me mettez dans un univers totalement truc, alors que ces choses-là, vous les manipulez comme si vous étiez né là-dedans. Ne l'oubliez pas, avec les nouvelles technologies de communication et d'information, vous êtes en train de vous hisser à un niveau concurrentiel où l'occidental n'aura plus rien de plus par rapport à vous. Si tant est que les pouvoirs publics veulent accompagner. Parce que dans un pays, on dise on ne va pas développer les moyens de communication parce qu'on ne veut pas qu'au niveau politique, les gens se connectent, c'est une absurdité. C'est une absurdité. Parce que j'ai entendu parler d'un pays où ça ne se développe pas parce que tout simplement, les leaders politiques ne voudraient pas que les jeunes, des fois même quand il y a une petite crise, ils coupent l'Internet. Mais c'est complètement aberrant. Ça, c'est les reliques d'une certaine manière de voir le pouvoir et ces reliques-là vont nécessairement changer. Pourquoi Mezongo? Pourquoi le ballet citoyen? Pourquoi Y'en a marre? Pourquoi? Parce que dans ce pays, comme je l'expliquais à Madame Nadia Ahmed, des fois, le président n'est pas nécessairement celui qui est le mieux. Je ne sais pas. Moi, je suis beaucoup plus relax peut-être que le président de la République. Mais il est tout le temps sur la brèche. Voilà, vous connaissez l'expression grace period, période de grâce. Quand vous avez un nouveau président, vous lui donnez 3 mois pour qu'il s'organise pour commencer à travailler. Mais je dis toujours à tout le monde, et tout le monde est d'accord avec moi, Macky Sall n'a jamais eu de période de grâce. À peine a-t-il voulu s'asseoir sur sa chaise présidentielle que les Sénégalais lui ont dit, lève-toi et donne-nous des résultats, on n'attend que ça. Parce qu'ils ont été abusés par le président précédent, les Sénégalais se sont dit, ah bon, c'est comme ça, ils vont voir ces dirigeants-là. Et entre le politicien et la population sénégalaise, je ne sais pas celui qui est le plus malheureux. Bientôt, la politique ne sera plus un endroit où on va pour se faire une carrière et un avenir. C'est presque fini ça. Ce qui fait que dans la politique, il va falloir vraiment qu'il y ait ce dont on a parlé tout à l'heure, l'engagement et la volonté de faire quelque chose pour son groupe, pour que sa communauté, pour qu'on s'y engage. Mais faire de la politique pour réussir, ça, de plus en plus, ce ne sera pas le terrain qui va attirer les gens. Bon, pendant que je pense à ça, j'étais en train aussi de penser toujours à cette situation politique et m'est venue l'image de quelqu'un. Il n'est pas burkinabé, mais il habite présentement au Burkina Faso. Zongo, je ne sais pas si vous connaissez cet entrepreneur-là, qui je crois est une cheville ouvrière pour l'alimentation du Burkina Faso en poisson frais et en poisson sec. Ah. Si vous dites Harouna Dia, on dit vendeur de poissons frais et vendeur de poissons secs. Mais il faut ajouter Harouna Dia, non, même pas millionnaire, polytechnicien d'abord. Harouna Dia, polytechnicien, ingénieur. Polytechnicien. Si vous voulez savoir Macky Sall, où est-ce qu'il a pris tout cet argent qui lui a permis de faire campagne, allez voir Harouna Dia. Si vous traduisez en Wolof, c'est Djaïkatou Djen, Djaïkatou Gedj. C'est un polytechnicien qui s'implique dans le commerce le plus connu au Sénégal
et qui est l'apanage des mamans dans les villages qui sont sur la côte. Je ne sais pas si vous voyez cette transformation, ce changement-là. C'est un col blanc qui n'a pas voulu être col blanc, qui a voulu faire autre chose. Un polytechnicien qui devient vendeur de poissons. Eh oui, mais un trésor est caché dans le poisson. C'est des millions et des millions de dollars qu'il faut ramasser. Par jour, son chiffre d'affaires par jour, c'est des millions. Voilà. Mais attention, c'est un changement, ça. C'est un changement de mentalité. Parce que je le dis, le jeune Sénégalais, ou peut-être le jeune Sénégalais qui est en train de changer. Si vous lui dites, je fais de toi un mécanicien, à la fin du mois, je te paye 200 000, ou vous lui faites, je fais de toi un assistant, je te mets devant un bureau, tu as ton portable, tu as ton téléphone, tu as ton bureau climatisé, et tu t'habilles tout le temps 3 pièces avec une cravate, mais je ne te paye que 100 000. Le jeune Sénégalais que je connaissais, et que je connais jusqu'à quelques minutes maintenant, il va dire, je vais prendre le bureau. Et peut-être, je veux dire, le jeune ouest-africain, le paraître, la respectabilité, la dignité, c'est-à-dire que cette idée qu'on a de ce qu'on appelle le travail, que vous l'appelez en Wolof ou liguey. Le travail, c'est quoi? Comment on voit le travail? Comment on se voit par rapport au travail? Et ça, c'est en train de changer. Parce que j'ai vu l'autre jour une image positive de jeunes qui ont la licence, mais qui étaient là, très fiers, dans les champs, en train d'exploiter, produire de l'arachide ou produire du riz. Il y a tout un processus qui est en train de s'enclencher. Et les réactions sont différentes des réactions que j'ai eues il y a à peu près 8 ans par rapport à des maîtrisards de la fac de droit. Parce qu'ils sont allés voir le ministère de l'enseignement supérieur de l'époque qui leur a dit, on va vous financer pour que vous vous lanciez dans l'agriculture. Et les journalistes ont tendu le micro à ces jeunes maîtrisards et ils ont dit, mais le ministre ne nous respecte pas, le gouvernement ne nous respecte pas. Nous avons étudié, nous avons fait l'université, nous avons eu la licence, nous avons eu la maîtrise et il nous insulte en nous disant on va devenir des paysans, des agriculteurs. Il ne nous respecte pas, on continue notre grève. Ah! Est-ce qu'on dira toujours la même chose maintenant? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'on le dira avec autant de détermination? Ou est-ce que vous aurez le même nombre d'étudiants qui vont penser que la seule solution que vous avez, c'est être instituteur quelque part, enseignant quelque part alors que vous n'aimez pas l'enseignant, ou bien être un assistant dans un bureau pourvu que vous ayez une sacoche le matin, que vous soyez bien habillé et que vous demandiez à votre camarade à côté de vous amener jusqu'au bureau, peut-être même vous volez son véhicule de temps en temps, vous garez ça quelque part pour faire la frime. Est-ce que c'est ça? Je crois que les choses sont en train de changer. C'est pour ça que je crois que ce développement-là va nécessairement être porté par les jeunes. Tous les dirigeants sont convaincus. C'est la jeunesse. Si ce n'est pas la jeunesse, c'est la catastrophe. Pour 2 raisons. Bon, la première raison, je la minimise parce que ces terroristes-là, ils ne sont pas là pour longtemps. Ce ne sont pas les premiers terroristes. Et de toute façon, il va falloir qu'ils rangent leurs armes. Parce que nous, quand nous étions jeunes, il y avait des terroristes qui venaient du Japon. Il y avait des terroristes qui viennent d'Italie, la brigade Rossi, la brigade rouge. Il y avait des terroristes qui venaient de l'Allemagne, le Baader-Meinhof Gang. Il y avait même des terroristes qui nous venaient des États-Unis, les Unibombers. C'est-à-dire que quand vous étiez universitaire, il fallait y penser 2 fois avant d'entrer dans un avion parce que ces gens-là vous pourchassaient.
Ce n'est pas un phénomène nouveau. Mais bon, Patty Hearst, tout le monde, beaucoup de gens ont entendu parler de cette jeune américaine-là, qui était avec un mouvement, mais il plantait des bombes, il tuait. C'était du terrorisme. Son nom, c'est P-A-D-T-Y. Hearst, H-E-A-R-S-T. Googlez Patty Hearst, vous verrez que bon, c'était une terroriste dans les années 70. Ce n'est pas la première fois. Donc, que l'on craigne que si on ne donne pas de quoi faire aux jeunes, ils deviennent des terroristes. Mais bon, ça relativisons parce que ce terrorisme-là, ça va disparaître. Que l'autre côté positif, c'est eux qui doivent porter le développement. Mais je crois que, qu'ils le veuillent ou non, les dirigeants africains seront obligés d'en faire une vérité parce que c'est incontournable. Vous ne pouvez pas avoir des millions de jeunes là en train d'attendre le ataïa sénégalais ou d'être là à jouer des dames. Ça doit s'arrêter quelque part. Alors, donc, Harouna Dia, hein, voilà, mais des Harouna Dia, il y en a aussi dans d'autres pays, et il y en a d'autres et d'autres et d'autres au Sénégal. Et que le travail, c'est finalement ce qui vous permet de garder votre dignité parce que vous parvenez à régler les problèmes qui sont autour de vous, autour de votre famille. Mais le travail le plus noble, ce n'est pas le travail qui vous met dans un bureau. Parce que notre relation avec la terre, notre relation avec le monde rural, notre relation avec l'agriculture, ça doit changer. Et c'est en train de changer. Parce que le Wolof a une bonne expression pour ça. C'est tout travail qui salit. Tout travail que vous faites et que pour rentrer à la maison, il va falloir que vous vous laviez les mains et que vous preniez une douche. Le Wolof a une expression pour ça. C'est ce qu'on appelle Wach Rahasu. Vous arrêtez de travail, Wach Ligay, arrêtez de travail, vous allez nécessairement vous laver les mains. Vous n'êtes pas comme dans la situation de Marianne. Elle a terminé de travailler dans son bureau air conditionné, elle prend son sac et puis coquette, elle s'en va. Non, il faut aller dans les douches, vous lavez les mains, vous essuyez le visage parce que vous êtes dans la suie. C'est comme un mécanicien qui sort de son garage. Et ça, c'est le travail du berger, c'est le travail du paysan, c'est tout ce genre d'activité-là que l'on appelle Wach Rah. C'est être devant, ok? Mais être devant, ça veut dire quoi? Si vous dites être devant, dès l'instant que vous dites devant, il y a nécessairement derrière. S'il n'y a pas derrière, vous ne pouvez pas parler de devant. C'est impossible. C'est une position relative par rapport à une autre position. Donc, le mot devant, la position, la situation devant, le statut devant, implique nécessairement le besoin de pouvoir se retourner pour se compléter. Et le leader, le vrai leader, c'est celui-là qui sait se retourner. Parce que sans ce qu'il y a derrière, il n'y a pas devant. Donc, autant ceux qui sont derrière dépendent de vous, ont confiance en vous, placent leur espoir en vous, autant vous, il faut que vous sachiez que sans ce qu'il y a derrière, vous ne pouvez pas servir en tant que dirigeant, en tant que leader. Et qu'à partir de ce moment, il vous est fait une obligation de gérer ce développement en tenant compte de plus en plus de ce qu'il y a derrière pour éviter les erreurs de nos aînés. Presque tous, sans exception. Croire qu'on est devant, on peut se permettre n'importe quoi et à partir de ce moment, les autres ne comptent pas. L'Afrique, c'est le continent de la générosité, mais aussi par excellence, c'est le continent de l'égoïsme. Parce que pratiquement dans tous les pays, quand je suis là-bas, à quoi je pense? Ma famille. Quand j'ai dépassé ma famille, à quoi je pense? Mon clan. Mon groupe ethnique. Les conflits ne se justifient pas autrement. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, mais on positionnait les gens baoulés, on positionnait d'autres de notre groupe. Et dans beaucoup de pays africains, c'est ça où se trouve la nation. Si on se voit comme sous-sous d'abord,
avant d'être guinéen. Et même la relation entre Condé et Dalin, il y en a qui résument ça à ça. Mais quand est-ce qu'on pourra enfin avoir un Peul diriger la Guinée? Mais oui, parce que Sékou Touré a semé les germes de la discorde. Hein, il disait à Senghor, si tu veux les Peuls de Guinée, je te les donne. Parce que pour lui, les Peuls de Guinée, c'est les traîtres. Tout ce qui n'était pas malinqué, potentiellement, pouvait faire tomber son régime. Et à partir de ce moment, il a fait un travail négatif qui fait que, heureusement, que son association est en train de travailler contre ça. Et de plus en plus, les Guinéens, ce n'est plus le groupe ethnique, mais c'est vraiment Guinée. Comme ils disent, la Guinée. Hein? Donc, voilà autant d'éléments qui sont là pour vous convaincre du fait que vous êtes ceux qui seront appelés à sauver ou à remettre ce continent, non pas sauver, remettre ce continent à sa vraie place. Tout le reste, ça a été une parenthèse. La parenthèse du colonialisme, la parenthèse du sous-développement. Mais on a dit parenthèse. La parenthèse, c'est une partie minuscule de la phrase. Faisons-en une parenthèse et allons résolument vers ce développement que vous devrez renforcer. Parce que j'ai dit tout à l'heure sur le civisme. Parce qu'il n'y a pas de raison. Vous avez un collège à Matam, les enfants ne peuvent plus aller à l'école. Pourquoi? Parce qu'il fait tellement chaud qu'ils n'osent pas poser les pieds sur le sable, sur le sol. Au moment où on construit ce collège, personne n'a pensé à planter des arbres. Personne. Comment se fait-il que là, sur la corniche, qu'une Américaine pense à planter des arbres et les arroser régulièrement, assidûment, tous les soirs à partir de 17h, 17h30, c'est eux qui viennent arroser. Pourquoi nous n'y avons pas pensé, nous, Sénégalais? Je n'ai pas dit que les Américains ne fassent rien au Sénégal. Je ne veux pas dire ça. Mais cette action positive, qui est un investissement pour le bien-être de tout le monde, peut-être qu'elle n'en profitera même pas. Elle fait juste que passer avec sa voiture. Mais comment se fait-il qu'elle ait le réflexe en se disant, tiens, si on met des arbres ici, ça va être beau dans 10 ans? Pourquoi aucun Sénégalais n'y a pensé? Et pourquoi étais-je tellement convaincu qu'il n'arriverait jamais à un Sénégalais de penser à ça, que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça doit être un de mes Américains. Et j'avais raison, je n'avais pas tort. Le lendemain, ils sont venus, je les ai reconnus. Et ça, cet engagement civique-là, cet engagement citoyen, c'est à vous, les jeunes, de pouvoir faire ça. Parce que dans la petite ville où je suis né, là aussi, il y a un exemple. Il y avait la case foyer des jeunes, et ils avaient des manifestations là, et on leur dit, mais il y a beaucoup d'herbes sauvages, il faut enlever ça. Ils ont dit, oui, il faudra chercher l'argent pour louer les services des paysans. Des étudiants qui passent toute la journée à dormir. Ils n'ont rien à faire, rien du tout. On leur dit, il faut désherber. Ils nous disent, oui, on va louer les services des paysans dans les villages environnants. L'autre exemple, et j'étais avec Marianne il y a quelques années avant même qu'elle ne prenne ce travail-là. On amène des étudiants dans une université sénégalaise. Une université qui se spécialise dans l'agriculture. Le responsable de l'école d'agriculture nous fait un exposé et après les étudiants se lèvent et ils nous disent d'ailleurs, nous on a des champs dans ce truc. Je dis, ah c'est excellent, on va voir les champs des étudiants. On y va, je vois des étendues et je dis, félicitations les étudiants. Donc vous avez labouré toutes ces surfaces-là. Ils se grattent la tête et disent, non, c'est les paysans des villages que l'on loue pour qu'ils... Ah, un paysan qui sera un ingénieur agronome demain, qui aura à charge l'agriculture du Sénégal, il fait un champ, mais il dit, c'est les paysans qui vont me labourer ça. Moi, je ne me salis pas les mains. Il y a de quoi réfléchir à tout ça. C'est comme dans vos boîtes là. J'espère que vous ne venez pas et vous ne filez pas directement dans votre bureau. Est-ce que vous avez pris le temps de regarder sous les plantes? Est-ce qu'ils ont bien nettoyé?
Est-ce que si vous voyez quelque chose qui traîne quelque part, vous ne faites pas comme ce que je fais toujours avec Marianne, c'est moi qui ramasse, hein. Marianne ne ramasse rien. Si je vois des trucs traîner là-bas, là, c'est moi qui ramasse, Marianne ne ramasse pas. Et elle me dit, Monsieur Sen, je lui dis, non, Monsieur Sen, quand même, votre statut, vous ne devriez pas, je refuse, je ramasse. Parce que si je ramasse, si Marianne voit ça demain, et si je ne suis pas ici au WAC, elle va quand même ramasser. Elle va quand même ramasser. Mais si je la force à ramasser, je ne touche pas. Demain, elle vient, elle voit la même chose, je ne suis pas là, elle va dire, mais je ne ramasse pas parce qu'hier, c'est le directeur qui m'a forcé. Par contre, si je le fais demain, elle voit ça, elle va elle-même ramasser, je n'ai pas besoin d'être là. Alors donc, c'est des choses comme ça sur lesquelles je voudrais qu'on discute et que ce soit des choses que l'on cristallise quelque part. Parce que n'oubliez pas l'autre dimension. Le président Senghor parlait de nous. Et entre autres et au-delà de la négritude, vous savez ce qu'il disait. Nous les Africains, nous sommes de grands fluctuants. Fluctuants. Vous savez ce que fluctuant dans le langage des jeunes Sénégalais, comment on traduit ça? Diapalbaï. Vous touchez, mais ce n'est pas ça. Vous touchez tout un peu et puis vous laissez tomber. C'est ce qu'on voit tous les jours. On a un chantier, on le commence, ça promet. On fait une première récolte, on abandonne. On fait une réforme, on dit ça c'est une loi, mais vous n'avez jamais vu ces choses-là appliquées dans le temps. On touche quelque chose, c'est prometteur, on a des résultats, on passe à autre chose, on abandonne. Regardez au Sénégal là, mais c'est tout le temps comme ça. Ils commencent quelque chose, c'est bien, ça marche, et ils le laissent en chantier, ils s'en vont. Même les pouvoirs publics. Le suivi dans ce qu'on fait, la persévérance dans ce qu'on fait, pour que ça devienne des habitudes incrustées dans notre comportement de tous les jours. Voilà, tout cela avec votre détermination et votre volonté qui explique le fait que l'on soit ici ensemble. Moi, je suis optimiste. Quand je serai en train de pêcher quelque part, mais après la retraite, je sais que tous ces visages-là, c'est des gens qui, chaque année, m'enverront des colis des produits qu'ils ont dans leur pays et moi, je n'irai plus au marché, c'est vous qui allez gérer là. Voilà, merci. Hein, voilà, et puis voilà, on ouvre les débats. Merci beaucoup tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, M. Sen. C'est toujours un apprentissage de vous écouter. On apprend toujours avec vous. C'est vrai que l'Afrique est face à beaucoup de défis, surtout la jeunesse. Fort malheureusement, les jeunes et les femmes représentent vraiment un nombre numérique très important dans nos différents pays. Mais fort malheureusement, nous sommes marginalisés sur tous les plans. Et si vous voyez qu'actuellement la jeunesse est sujet de débat dans toutes les antennes à travers le monde, c'est parce que aussi, d'une part, même les puissances, tout le monde a peur. Parce que si vous voyez les différentes manifestations qui se passent à travers le monde, surtout par exemple en Guinée, c'est la jeunesse. Les politiciens n'ont même pas besoin de nous donner de l'argent pour sortir dans les rues, parce qu'on défend nous-mêmes notre propre cause. Donc je pense qu'il y a de nombreux défis à relever, et M. Sen a eu à le dire, l'égoïsme bat son plein en Afrique. On pense nous, on pense notre famille, on pense à nos clans. Pourquoi notre engagement au niveau de notre communauté, elle est où? Je pense qu'il y a assez de questions qu'il faut qu'on se repose tous les jours, tirer les autres, aider les autres, afin que l'Afrique puisse avancer. Si on voit que même les Américains investissent beaucoup dans la jeunesse, parce que le développement de l'Afrique ne peut pas se faire sans nous. Donc une prise de conscience est là. Moi, j'ai été très frappée lorsque j'étais allée au Ghana et j'ai fini de manger, j'ai jeté dans la rue. Il y a un Ghanéen qui m'a dit de ramasser. J'ai mis dans mon sac. Mais pendant toutes mes études, j'étais tellement émerveillée par la discipline qu'il faisait pour ne pas jeter les ordures dans les rues. Et quand je suis retournée en Guinée, quiconque monte dans ma voiture avec de la nourriture, je dis après, laisse dans la voiture. Après, on m'a dit que ma voiture est la poubelle publique. Mais ça m'a éduquée. Et depuis ce jour,
je ne jette plus quelque chose dans la rue, je mets toujours dans mon sac. Et mes travailleurs font autant. Lorsque j'arrive au bureau, je leur montre comment est-ce qu'il faut faire nettoyer notre propre environnement. Donc je pense que chacun a sa part, sa contribution pour le développement de nos différents pays. Et je pense que si nous sommes marginalisés, aussi d'une part, il faut qu'on se repose la question, est-ce que ce n'est pas aussi nous? Si nous prouvons que nous pouvons faire, et vu que le gouvernement ne peut pas employer tout le monde, on a d'autres canaux pour pouvoir avancer. On peut se lancer dans l'entrepreneuriat, on peut faire de l'agriculture. Il y a des projets vraiment innovants que nous pouvons faire si on se met ensemble pour pouvoir développer l'Afrique. Et d'une part, je pense que le DART nous a vraiment aidés, à savoir les différents boursiers, individuellement ou collectivement, on a beaucoup de perspectives afin de pouvoir aider nos différents pays. Donc je pense que ces différentes conférences vont beaucoup nous aider. On va pouvoir interagir les uns et les autres et trouver aussi des stratégies et pourquoi pas partager des idées afin de développer nos différents pays. Donc, je pense que M. Sen est ouvert au moins à 5 questions. On va prendre 5 questions et ensuite, parce que normalement on finit à 13 heures, mais on peut aussi écouter les différents boursiers, à savoir qu'est-ce que le projet les a apporté individuellement dans leurs différents pays, qu'est-ce qu'ils ont fait jusque-là. Donc, on va prendre 5 questions par rapport à l'intervention de M. Sen. Et c'est dommage, vous voyez un bâtiment de 10 ans qui donne l'impression d'avoir 100 ans parce qu'on n'entretient pas. Et ça, c'est un mal de l'Afrique. Et je pense que vous, les jeunes, avec cette conscience citoyenne, votre prise de conscience, je pense que ça, c'est des choses qui vont peut-être disparaître. Quand on construit, on met des millions quelque part, il faut quand même savoir préserver ça. Mais mettre des millions ou des milliards pour quelques années et reconstruire plus tard, ou chercher de l'argent de droite à gauche pour reconstruire quelque chose, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait éviter. Et je parle aussi de ce qu'il a dit dans les Wati Rakhassou. Et bon, quand on dit Wati Rakhassou, on pense généralement ici au Sénégal aux mécaniciens. Et j'ai été ahuri, j'ai été sidéré au jour, j'étais parti voir le mécano, on parlait. Et un autre est venu le voir. Et il parlait d'aller acheter des marchandises à Dubaï, je ne sais pas comme ça, quelque chose comme ça. Et le mécanicien, mon mécano, lui dit, moi je veux aller à Dubaï pour acheter des moteurs. J'ai 50 millions, si tu me passes 25 millions, ça va faire 75 millions, je vais aller. Mais j'étais ébloui. 50 millions d'un mécanicien, je n'ai jamais pensé que ces gens pouvaient avoir cet argent. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de saut métier. Donc ces ingénieurs qui deviennent des agriculteurs ou des mécaniciens, mais c'est là où se trouve l'argent en fait. L'argent ne se trouve pas dans les bureaux. Il y a un marabout au Sénégal qui disait que la pauvreté, c'est de savoir combien vous allez recevoir à la fin du mois. Voilà. Alors, il faut répéter la phrase. Hein? Il faut répéter lui. Voilà. La pauvreté, c'est quoi? C'est de savoir combien vous allez recevoir à la fin du mois. C'est le salaire. C'est le salaire. Donc, avoir des initiatives comme ça, vous investir pour le développement de l'Afrique, je pense que c'est très bien. Et M. Sen a parfaitement raison. L'Afrique ne peut pas se développer sans les jeunes. Et le développement est un comportement. Et il s'agit d'avoir ce comportement, de savoir ce que vous devez faire en étant devant. Le moteur, il est devant, mais il tire le reste de la voiture. Donc, nous vous encourageons dans cette voie. Merci. Ça veut dire qu'ils ont connu un endroit, ils ont une vie où jeter sans s'en soucier ne posait pas de problème. Si vous retournez au village avec les hautes herbes et tout ça, et vous prenez votre banane, vous mettez ça dans les herbes, ça ne dérange personne, c'est dans les herbes. En plus, vous jetez quelque chose de biodégradable. Le milieu rural, le milieu villageois traditionnel, c'est un lieu où tout ce que vous jetez, d'abord disparaît. C'est à perte de vue, ça ne dérange personne. En plus, c'est biodégradable. Mais les gens ne se rendent pas compte qu'il y a un transfert du milieu rural au milieu urbain.
Le milieu urbain ne fonctionne plus comme le milieu rural. D'où la nécessité de s'adapter. Vous n'avez plus le sol, vous avez le béton. Vous avez aussi le goudron. Et dans ces conditions, tout ce qui était potentiellement salissant dans le village, mais ne peut pas l'être parce que l'environnement peut permettre de cacher ça, en milieu humain, c'est dénudé. Ça se voit tout de suite. D'où la nécessité d'adapter les comportements. C'est ces films que vous voyez, ou ces romans, où on vous campe quelqu'un qui vient du village, qui est un péquenot et qui, de la manière dont il s'habille, de la manière dont il mange, de la manière dont il marche, à vous dire, ah, le paysan est venu. Mais c'est aussi venu avec des choses qui ne collent plus avec l'urbanisation. Or, l'Afrique s'urbanise de plus en plus et il faut que les gens fassent un effort pour ça, pour qu'on soit quand même dans un cadre sain. On n'est pas sale, on ne peut pas dire les Africains sont sales, c'est pas vrai ça. C'est nous insulter. Mais comment faire en sorte que les gens comprennent ça, c'est extrêmement important. À l'époque, le président Senghor félicitait les gens de la SICAP en disant mais les gens de la SICAP sont civilisés, on voit des fleurs un peu partout, et les gens disaient oui, ce Senghor-là qui est un Français, c'est un tubaab. Mais non, il avait raison sur nous. Si depuis lui, on avait pris l'habitude de décorer notre environnement, de mettre des plantes à la place des déchets, mais à partir du moment où on n'aurait pas eu ce problème-là jusqu'à présent. Et il est à Dakar. Je m'excuse. De manifestations, de tout. Mais je vous assure que jusqu'à un passé récent, on pensait que pour se faire entendre, il fallait tout casser. Notamment les feux tricolores, tout. Si vraiment vous voulez montrer que votre marche a réussi, c'est le nombre de dégâts que vous avez causés qui peut... C'est ça l'indicateur. Mais à partir de 2012, surtout période où la grande croisade contre le énième mandat du président Compaoré a commencé, mais malgré la multitude et la fréquence des manifestations, aucun feu n'a été cassé. Aucun feu n'a été cassé. Et pour montrer à quel point les gens ont pris conscience, même le bitume, on brûle plus les pneus sur le bitume. On brûle au niveau du bas-côté. Parce qu'il y a des terre-pleins, on met les pneus à ce niveau, on brûle. Bon, la fumée, ça noircit tout, mais le bitume est sauf. Parce qu'on s'est rendu compte que, bon, finalement, c'est pour nous, ces infrastructures-là sont pour nous, c'est à nous de les préserver, à nous de les sauvegarder. Donc, en fait, il y a eu ce changement de mentalité-là qui a fait que, bon, on a su préserver quand même l'essentiel. Et autre chose, parlant des travaux ou des métiers qui sont un peu peut-être mal vus, aujourd'hui, dans le temps, à notre époque, avant peut-être même que nous soyons au monde, le paysan ne connaissait que l'instituteur. L'instituteur est, dans une moindre mesure, l'infirmier. Parce qu'il y avait quand même un rayon pour que l'infirmier soit... Et le plus respecté, c'était le seul fonctionnaire qu'il connaissait et c'était le fonctionnaire le plus respecté. Puisque, bon, question de proximité et tout. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas parce que l'instituteur passe pour celui-là qui, pour arrondir pour même atteindre la fin du mois, sa prochaine paie là, est obligé d'aller voir le paysan du village, bon, pour lui demander des crédits, de lui prêter de l'argent, parce qu'il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Bon, donc, ça veut dire que les paysans ont même compris que, bon, ce n'est pas forcément quand tu as un salaire que tu t'en sors. Donc, ça fait que les perceptions ont beaucoup changé à ce niveau. Merci. Merci. Merci beaucoup, Zongo. Je crois qu'on va prendre la deuxième intervention de M. Souane. Merci. Bonjour à tous. Je vais également féliciter et remercier les organisateurs. Remercier le professeur Sen
Et je pense que ça a été très enrichissant pour nous là-bas. Et très fier également de ce qu'elle est en train de faire dans son pays. Ceci dit, je voudrais juste partager quelques réflexions, notamment parce que le professeur a dit tout à l'heure sur le développement, notamment sur la transformation. Et ce que j'ai l'habitude de dire également, que ce développement-là, c'est notre capacité en fait de transformer et améliorer l'existant. Et cela, c'est de la maison jusqu'au niveau le plus élevé. Qu'est-ce que je fais chez moi pour que les choses s'améliorent? J'avais dit une fois que la case de ma badienne, ma tante au village, ça fait 15 ans, 20 ans que je vais là-bas, ça n'avait jamais changé. J'ai dit ça à ses enfants. J'ai dit, la faute à qui? Peut-être parce que vous n'avez pas d'argent. Alors qu'il y a des petites choses que vous pouvez faire pour que la paille de la case qui dépasse, vous ne l'avez pas coupée pour que ça soit bien net. Pourquoi vous n'avez pas, lorsque vous mettez le ciment rare au bon net? C'est des petits éléments qui transforment tout l'habitat. C'est des fleurs dont vous avez parlé, c'est des petites choses comme ça. La paillasse dans sa chambre, pourquoi ne pas changer ça et améliorer avec les matériaux qui existent dans la zone? C'est des petites choses comme ça qui transforment notre existence. Et eux, je suis allé là-bas, j'ai trouvé qu'ils ont fait ces changements-là. Et en général, on dit que, mais il faut ça soigner de tout bas. C'est le pas en disant cela. Or, j'ai l'habitude de répondre, mais Khana tout bas, est-ce que c'est seulement le droit qui veut quelque chose de bien? Donc, il nous faut nous mettre dans cette optique-là. Et pour dire également que pour pouvoir faire cette transformation, il faut entreprendre, sortir de notre confort zone, sortir de notre zone de confort, ne pas s'habituer seulement à ce que nous faisons tous les jours ou attendre que les gens fassent des choses pour nous. Cette capacité d'entreprendre-là m'a, en tout cas, moi, inspiré et créé une société et d'autres structures, mais surtout pousser des jeunes avec qui je travaille, notamment un cousin qui est venu me voir, revenu du village, étudiant, et il m'a amené une bouteille de miel, comme cerise, comme on dit, un cadeau. Et après, en me donnant son CV en même temps, on me dit, maintenant tout le monde du travail. Je dis oui, ok, mais tu m'as donné une bouteille de miel, moi je pense qu'avec cette bouteille de miel-là, demain, tu peux te faire beaucoup d'argent. Allez dans le supermarché, vous trouvez des bocaux de miel, 500 grammes, je pense, il est à 3500, 3600. La bouteille d'un litre qu'il m'a amené, il a acheté un maximum 1000 francs. Vous voyez un peu la marche. Quelle est la différence? Maintenant, c'est transformer ce miel-là, le mettre en bouteille, et c'est comme ça qu'il met la marche pour voir ce qu'il existe. Deuxième exemple, j'étais conseiller public au ministère de la Jeunesse, et des étudiants sont venus me voir pour me dire qu'ils veulent être recrutés dans la fonction publique. Encore, parce que pour eux, et en Afrique en général, la fonction publique, c'est le refuge. J'ai dit à des collègues, moi j'ai quitté le monde de la coopération internationale pour venir là-bas. Ils me disent, mais pourquoi tu quittes là où nous on veut aller? Il vient d'un pays développement, d'un pays en développement, il y aura nécessairement des retombées. Ou bien, quelles sont les conditions ou les conditionnalités de cette retombée? Cette image de jeunes ou cette image d'Européens ou cette image d'Occidentaux qui viennent, pourquoi on vient aider l'Afrique. Se faire aider, c'est reconnaître ses propres limites et ses propres insuffisances. Aider, ça veut dire que vous êtes dans le besoin. Aider, c'est toujours comme ça. De bas en haut. De bas en haut. C'est-à-dire que, ad vitam aeternam, on accepte d'occuper le bas. Et ceux qui occupent le haut, c'est toujours des gens qui nous viennent d'ailleurs. Ça doit s'arrêter. Il faudrait que le jeune Burkinabé puisse se dire, oui, mais je vais chez l'Ivoirien, là, on a des choses à partager, on a des choses en commun. Qu'il vienne vers le Sénégalais, plutôt que
mais ce que je vous dis, vous le savez parfaitement. S'il y avait un citoyen ivoirien X ici, un citoyen burkinabé X ici, et que vous ayez ici deux jeunes, un venant d'un pays africain, un venant d'un pays d'Europe, et vous dites, ils viennent pour coopérer, mais tous les deux iront vers l'Européen. Tous. Parce qu'ils croient que quelque part, aller vers l'Européen ou faire avec l'Européen, c'est là où vous pourrez vous faire soutenir l'assistance, l'aide. Ou les, comme ils disent, les retombées. Mais les retombées, on peut les avoir aussi de manière intra-africaine. C'est-à-dire que le fait de croire en soi-même et que se dire que je peux être le moteur de mon propre développement. Et je peux l'être de manière plus facile si je me lie avec mon frère qui est à côté. C'est important. Parce que c'est ça aussi qui nous pousse le plus souvent à évacuer les problèmes. Nous ne sommes jamais responsables de nos problèmes et de nos malheurs. Il y a toujours quelque part un bouc émissaire. Écoutez ces gens qui sont engagés, très engagés. C'est là qu'on appelle les africanistes. Ils commencent toujours par condamner les forces venues de l'extérieur, les capitalistes, voilà, oui, ces forces réactionnaires qui ne veulent pas que l'Afrique avance, qui mettent un frein. Ils ont tué Marcus Garvey, ils ont tué Thomas Sankara, ils ont tué, hey. Celui qui a été instrumentalisé pour tuer Thomas Sankara, il a la peau noire comme moi. Il a une carte d'identité qui est une carte d'identité africaine. Mais si nous voulons qu'on nous manipule les uns contre les autres, mais à part de ce moment, on n'a qu'à s'en prendre à nous. Mais arrêtons de voir que notre bonheur vient de l'extérieur et que notre malheur est à jamais inscrit comme quelque chose que nous impose l'extérieur. Ce n'est pas vrai ça. Une fois qu'on arrive à s'affranchir de cette tutelle par rapport à l'extérieur, qui peut nous amener l'Eldorado ou qui peut nous créer le malheur, et qu'on prenne notre responsabilité de manière totale et entière en disant advienne que pourra, mais ce qui adviendra, ce sera mon propre fait à moi. Ce sera le résultat de ma volonté et de ma propre responsabilité. C'est extrêmement important ça. Parce que quand je lis très souvent ces gens-là qui sont dans la cause panafricaine, africaine, c'est toujours la même litanie. Ils nous empêchent de nous développer. Ils nous empêchent de nous unir. Ils ont un complot contre la peau noire. L'Afrique est la victime de complot. Mais complot quoi là? Si au lieu de te réveiller, tu dors de 8h jusqu'à midi, tu ne fais rien à part de toi qui a comploté contre toi. C'est toi-même qui as comploté contre toi-même. Voilà, cette capacité de battre notre coulpe et d'avoir le courage de dire ce qui nous arrive, nous en sommes les premiers responsables. La pauvreté du Sénégal résulte aussi du fait qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui détournent des deniers qui ne leur appartiennent pas. La pauvreté du Sénégal résulte du fait qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui sont des tricheurs qui ne travaillent absolument pas. La pauvreté du Sénégal vient du fait qu'il y a des gens qui, sous le couvert religieux, sont des sanctions et ils sont cupides et ils passent tout le temps à exploiter les autres. C'est ça la vérité. Mais une fois qu'on accepte cette vérité-là, on ira devant. Sinon, toujours, prendre comme responsable l'extérieur, alors que tout le mal est à l'intérieur. Là où c'est un travail sur lequel il faut faire quelque chose. Et ça demande beaucoup de courage. Parce que la proportion, c'est Douman, ce n'est pas moi. Ce n'est jamais nous. C'est toujours les autres. Bon, ça aussi, c'est important, je crois. Hein? Et d'ailleurs, le général en a un peu parlé. Voilà. Merci beaucoup, Madame Aïssatou, en tant que journaliste, de voir un peu l'ampleur et la nécessité d'être là pour suivre ce forum. Et je pense que les médias jouent un très grand rôle et sont les partenaires potentiels pour véhiculer les messages.
Et donc, merci beaucoup de venir assister à ce forum. Donc, l'intervention maintenant, c'est M. Brahim. Les étudiants, ils crient, ils soulèvent le poing. Tout ce dont on a prononcé le nom vont soulever le poing et crier le cri de la victoire. Et ceux dont on a sauté les noms, qu'est-ce qui se passe avec eux? On ne les entend plus, ils pleurent. Quand ils vont à la maison, ils vont dire peut-être deux choses. C'est les professeurs qui ont fait un complot contre moi. Ils n'ont pas voulu que je passe. Ou bien alors, c'est Dieu qui n'a pas voulu. Mais aucun d'entre eux ne dira, je reconnais que je ne devais pas passer parce que j'ai passé toutes les soirées là à aller danser, plutôt que de prendre mes cahiers. Jamais. Dans la victoire, dans ce qui vous grandit et dans ce qui vous donne, you know, cette perception vaine de la grandeur de votre personnalité, vous vous exprimez. C'est comme ça, ou bien on se tape même comme les chimpanzés là qui se trouvent dans la brousse. C'est ça, la grandeur. Mais dès l'instant que c'est quelque chose de négatif ou qu'ils vous répétissent, you disown it. Vous ne voulez pas être associé. Le responsable, c'est Dieu. Le responsable, c'est le professeur. Oui, je le savais. Ce jour-là, il m'a regardé avec des yeux. Il a dit, me donner un 0. Bilaï maman. C'est ce que vous allez dire. Arrêtons ce truc un peu lâche de vouloir trouver les raisons de notre malheur chez l'autre. Ça, on doit l'arrêter. Il y a un autre exemple là, mais tous les gouvernements ouest-africains font un effort, nous donnent des moustiquaires imprégnés. Avant, ça coûtait 5 000 et c'était subventionné. Maintenant, on a encore plus subventionné. C'est 1 000 francs. Vous prenez les 1 000 francs là, vous allez à côté, vous prenez des dolos ou vous prenez les moustiquaires qu'on a donné à votre famille. Vous vendez ça et vous buvez du dolo avec. L'enfant là, les moustiques là viennent les piquer, malaria, il meurt et vous dites que c'est Dieu. C'est pas Dieu, c'est vous. Je crois que le premier pas que l'on doit faire, c'est reconnaître, avoir ce courage-là de dire, je suis responsable et j'assume. Ou je suis responsable, tant qu'on n'a pas cette attitude-là, on ne va pas faire les mutations, les transformations qu'il faut. C'est beaucoup trop facile. Hein? Vous savez, je le disais devant le président de la République du Sénégal, lui-même je l'ai dit, mais monsieur le président, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Parce que je le dis, moi de notre temps, il y avait un certain vocabulaire qu'on utilisait. Maintenant je le dis, vous n'avez pas remarqué à quel point les Sénégalais ont tous adopté un mot. Et ce mot-là, c'est l'État. Ouvrez toutes les radios ou toutes les télévisions du Sénégal, c'est ça. L'État n'a rien fait pour nous. L'État n'a pas fait ceci. Établi. Tout le monde, même ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire établi, ils vont dire établi de Fuldara. L'État n'a rien fait pour nous. Établi dimbele ougnou. Établi diapele ougnou. Et voyez, c'est des explications. C'est deux mots. Dimbele, diapele. Chaque fois qu'on parle de quelque chose, ken diapele ouma. Personne ne m'aide. Mais pourquoi, diable, vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide pour dem? Vous ne pouvez pas vous dire, je n'ai pas besoin, cette aide-là, ça vient. De toute façon, ça va amoindrir mon mérite. Il faut que j'y aille. Que les gens m'aident parce qu'ils m'ont trouvé en train de faire l'effort. Comme Nora, comme Zongo, comme vous, comme tous ces Daciens qui ont fait le gros effort de pousser et qu'on les retrouve en chemin. D'accord? Mais il faut que l'aide soit là pour que vous ayez le courage d'avancer. Ça, c'est pas la bonne chose. Donc, je crois que il y a cette détermination-là. Et je dois le dire honnêtement, j'ai vu ça en ces Daciens. Vraiment, quand je les ai vus ce matin, j'étais plein d'émotions. Parce que chacun d'entre eux a fait quelque part un effort extraordinaire pour qu'on en soit à ça. Il y a le WARC qui vous abrite, qui vous encourage. Il y a l'ambassade qui nous soutient. Mais ce n'est pas votre volonté. Et cette volonté n'est pas assise sur de l'argent. Cette volonté que vous avez montrée là, ce n'est pas assis sur de l'argent.
Vous êtes encore des jeunes qui sont en train de chercher votre voie. Mais cette force et cette détermination, quand Marianne est venue me dire, monsieur Sen, les Dartiens voudraient se retrouver, je lui dis, ah Marianne, vous allez me compliquer la vie. Ça veut dire que vous voulez qu'il faut que j'essaie de voir un peu les conditions et les moyens pour lesquels ils vont se réunir ici. Elle me dit oui. Bon, je suis resté, je lui dis, Marianne, il faudra leur dire quand même qu'il faut qu'ils fassent l'effort, si je m'engage, qu'ils viennent. Mais ils sont là. Donc demain, s'il y a encore cette volonté de vouloir faire quelque chose, organisez ça au Burkina, je serai le premier à venir. Et peut-être même le colonel qui s'occupe d'engagement civique, il viendra avec moi. Comprenons ça, que ce qui est notre futur, c'est nous qui travaillons ça. Tant qu'on ne travaille pas ça, on n'ira nulle part. Et c'est un message qu'il faut que la jeunesse comprenne, plutôt que de passer le temps. L'État n'a rien fait. C'est vrai que les États africains aussi, ils ne sont pas exempts de reproches. On doit le dire. Il y a des choses, ça ne marche pas du tout. Mais ne croyons pas que tout devra venir de l'État. Tout vient de notre conviction et notre volonté à faire des choses pour nous. Et on est capable de le faire. Hein, si vous voulez, vous allez dire comme votre idole, yes we can and we're going to do it. Hein, parce que c'est ça. Et puis nous allons le faire. Mendy et moi et le général, il nous reste quand même peut-être 2 décennies, général. 2 décennies. Non, non, non. C'est trop peu. 20 ans? Non, non, non. Il nous reste encore 4 décennies devant nous et on va vous accompagner.